Voilà, donc je vais vous parler de l'arrêt de la consommation. En fait, il représentait l'HAS et les recommandations 2014. Donc je vous ai mis que j'avais un conflit d'intérêts avec Novartis. Donc je vais vous parler des recommandations de l'HAS 2014. Donc la méthode, la cible principale de ces recommandations, c'était les médecins généralistes. Objectif de recommandation, c'était définir les bonnes pratiques de dépistage en pratique médicale et la prise en charge de l'arrêt en premier recours, du sevrage au maintien de l'abstinence au long cours. L'argumentaire scientifique de cette méthode, donc c'était une recherche documentaire, 2700 articles identifiés, 830 analysés, 326 articles retenus et synthétisés. Le groupe de travail pluridisciplinaire, présidé par un médecin généraliste, c'était le professeur Albert Ouazzana. La problématique, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France. Je pense que vous savez peut-être qu'il y a 200 morts qui sont liés au tabac en France par jour, ce qui fait un toutes les 7 minutes. L'alcool, c'est toutes les 12 minutes, donc on est pas mal en France. Un fumeur régulier sur 2 mourra d'une maladie liée au tabac. Tous les fumeurs ont un médecin traitant. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les fumeurs. Quelles sont les modalités de prise en charge et outils en soins premiers pour aider les patients fumeurs dans leur parcours vers le sevrage tabagique? Voilà, c'est la problématique de cette recommandation HAS. Les bénéfices de l'arrêt du tabac. Le bénéfice existe quel que soit l'âge du patient au moment de l'arrêt. Un patient qui cesse de fumer à 40 ans augmente son espérance de vie de 7 ans. Et le repérage systématique des fumeurs est donc capital. Le dépistage systématique qui, tous les professionnels de santé, évidemment, les médecins généralistes, quand systématique, ça serait bien que ce soit quel que soit le motif de consultation. Comment simplifier une question, donc c'était déjà dans les recommandations d'avant, mais je trouve que c'est bien de les répéter, c'est « fumez-vous ». Voilà, ça semble très, très simple de demander à quelqu'un « fumez-vous ». Et après, l'HAS a donc écrit un algorithme de dépistage que je vais vous présenter. L'algorithme de dépistage, donc fumez-vous, fumeur. Alors évidemment, oui. Alors là, l'HAS, dans ses recommandations, a parlé du cannabis, mais pas dans son algorithme. Je me suis permis de le rajouter, donc je vous dirai à chaque fois quand j'ai rajouté des choses par rapport à l'HAS. Donc moi, je pose la question, un patient qui me dit, quand je lui dis fumez-vous, un patient qui me dit oui, je dis tout simplement tabac, cannabis. Et puis dans le non-verbal, on repère très vite le patient qui fume du cannabis, bien sûr. Si vous avez fait l'expérience, faites l'expérience, vous verrez dans le sourire. Voilà, parce que c'est quand même important, vu qu'en France, nous sommes aussi les champions du monde de cannabis, de fumeurs de cannabis. Donc, après, dans l'algorithme, on propose de faire « Avez-vous déjà envisagé d'arrêter de fumer ?» On peut donner un dépliant, une brochure. On peut aussi proposer de dire, il faudrait dire, c'est bien, est-ce que vous voulez qu'on prenne le temps d'en parler? Après, évidemment, si le patient il dit oui, j'ai envisagé d'arrêter de fumer, ou je veux bien qu'on prenne le temps d'en parler, je pense que c'est important de pouvoir être disponible et de dire je peux vous aider. Alors évidemment, si vous ne vous sentez pas capable, il y a des tabacologues, mais je trouve qu'en médecine générale, on pourrait le faire et on peut le faire. Donc en cas de besoin, je peux vous aider. Alors, il peut très bien dire non, du genre ça vous m'emmerdez, j'en ai rien à foutre, ça on entend, mais on peut toujours quand même dire en cas de besoin, je peux vous aider quand même. Alors je parle peut-être, je dédie cette session finalement à Juliette et Céline, qui sont nos 2 chefs, là, qui continuent à fumer, alors je pense qu'elles se cachent là. Bon. Non, donc fumeur non, et là il ne faut pas s'arrêter. C'est évident que si le patient il a arrêté la veille, hein, c'est pas pareil que s'il n'a jamais fumé. Donc il ne faut pas s'arrêter au fait qu'ils disent non. Hein, il faut aussi demander est-ce que vous êtes un ancien fumeur? Et puis s'il dit oui, eh ben, on peut dire est-ce que l'arrêt est récent? Oui, c'est hier. Qu'est-ce qu'on va dire? Ben, en cas de besoin, je peux vous aider. Ça revient toujours au même. Hein. Et puis s'il dit que l'arrêt est ancien, bon, en cas de besoin, je peux vous aider. Et puis s'il dit non, alors on pourra dire en cas de besoin, je peux vous aider. On peut lui dire que peut-être ça serait bien qu'il ne commence pas. Ça dépend évidemment qui on a en face de nous. Mais des fois, on a des jeunes aussi. Et on a vu des fumeurs, ça existe, qui commencent à 30 ans, qui commencent à 25 ans. Donc on peut aussi leur dire que d'un point de vue médical, c'est pas génial s'ils commencent maintenant, quoi. Donc voilà. Conseiller d'arrêter donc systématiquement, mais à tous les fumeurs, bien sûr, qu'ils soient prêts ou non à arrêter de fumer, on peut leur conseiller. Maintenant, on vous propose, l'HAS propose une phrase, il est important que vous arrêtiez de fumer et je peux vous aider.
Bon, moi je le dis autrement, je dis médicalement parlant, c'est pas génial de fumer. Si vous voulez que je vous aide un jour, je suis disponible. Voilà, mais c'est une façon, chacun trouve sa façon de le dire. Et puis point barre. Je veux dire que on va pas l'emmerder après parce que ça ne marchera pas. Il va se braquer, ça sert à rien. Donc, mais par contre, on sait que juste ça. Je n'ai pas répertorié toutes les études, il ne les a pas mises non plus, mais il y en a plein. Cela augmente considérablement les chances d'arrêt du patient. Et puis, vous verrez de temps en temps, il y a un petit truc qui s'appelle outils, parce qu'en fait, il faut se référer aux outils. Dans les recommandations de l'HAS, il y a toute une partie outils. J'en parlerai dans la dernière diapo. Il faut, après, si vous voulez, le généraliste, il doit évaluer. Alors, l'HAS met la dépendance. Moi, j'aime bien parler des dépendances parce qu'on sait qu'il y a la dépendance physique, c'est la nicotine, on sait qu'il y a la dépendance comportementale. Après, on peut faire des différenciations, mais comportementale, c'est la cigarette qu'on a allumée sans s'en rendre compte. Bon, et ben, on ne va pas soigner de la même façon. Je veux dire que c'est sûr que ce n'est pas les patchs qui vont supprimer cette cigarette-là. Et puis, il y a des dépendances psychologiques ou psychocomportementales qui est encore différente. Donc, il y a 3 dépendances. C'est global, mais c'est important. Parce que la dépendance, il faut le dire, je crois que c'est très bien dit par l'HAS, c'est la perte de la liberté de s'abstenir. Perte de la liberté, c'est important comme représentation. Ils ont retenu 3 critères. Alors on peut en faire beaucoup plus avec la grille de Goodman, si vous voulez, il y a des grilles il y a beaucoup de critères, mais je pense que 3 critères, ça suffit. En médecine, je veux dire, c'est plus simple. À rechuter après une tentative d'arrêt, continue à fumer malgré les conséquences tangibles sur sa santé, infarctus, BPCO, cancer, ou situation à risque, le fait d'être enceinte. Troisièmement, craint sans cesse d'être à court de tabac, ça me semble important. Voilà, c'est comme la dépendance physique avec le Fagerström. On peut regarder que deux questions. La première, c'est combien de cigarettes vous fumez, et la deuxième, c'est le matin, après le réveil, combien de temps vous mettez à fumer la première. Ça suffit en général pour repérer le niveau de dépendance. Donc on évalue la dépendance, il faut évaluer la motivation. Et là, on est en plein dans l'entretien motivationnel. Donc c'est, le patient veut-il arrêter? Non. Non, bah il le dit, il le dit. Et puis des fois, ils le disent violemment. C'est-à-dire que vraiment, arrêtez de m'emmerder avec ça. On l'entend. Oui, plus tard, oui, mais... Bon, d'accord, oui, maintenant. Ça, c'est rare. Mais enfin bon, pourquoi pas, il faut pouvoir saisir la balle au bon dans ce cas-là. Donc il faut à ce moment-là explorer tout ce qui est ambivalence, crainte, bénéfice, confiance. Et dans la deuxième session plénière, mon ami Christian Gazarossian vous parlera un peu de la balance décisionnelle qui est importante à faire à ce moment-là. Vous verrez, c'est très facile à faire. C'est pas compliqué et on peut le faire. Donc, l'attitude adaptée, évidemment, au degré d'ambivalence du patient. Et entre le non et oui maintenant, évidemment, il y a plein de degrés. Voilà. Et puis, ça augmente aussi les chances d'arrêt du patient quand on parle de tout ça. Et il y a aussi des outils, on verra. Aider à arrêter. Alors, le soutien psychologique est la base de la prise en charge. Je ne parle pas de la psychothérapie, je parle de soutien psychologique. Bon, j'ai déjà fait pas mal de topos sur la psychothérapie du praticien, du médecin généraliste, mais bon, c'est un soutien psychologique. Il y a l'entretien motivationnel qui est un outil qui marche bien, que je pense... Il y a des séminaires de formation que je vous conseille pour ceux qui ne l'ont pas fait, de faire de 2 jours. Déjà, il y a des niveaux différents, mais ça me semble important de se former. Ça a changé ma pratique de médecin généraliste. Je n'ai plus à me battre avec les patients, et ça, c'est extraordinaire. Accompagnement, guidance, outils issus des TCC. Je vous en ai cité 2. Alors, il ne les avait pas mis, Albert, mais je pense que, en fait, dissociation et feedback... Alors, excuse-moi Vincent s'il est là, mais feedback, c'est rétro-contrôle. Ça, en 5 minutes, on peut l'apprendre, et lundi matin, vous pourriez commencer à vous en servir. Mais là, je n'ai pas le temps parce que j'ai que 12 minutes, alors on va aller plus vite. Il y a soutien téléphonique, on va vous en parler. Les outils d'autosupport, les sites. Voilà, donc l'accompagnement plus le renforcement de la motivation, et avec tous ces outils, ça aide à s'arrêter. Après, évidemment, il y a des traitements médicamenteux ou non, mais traitements médicamenteux, les TNS, les traitements nicotiniques de substitution, c'est grade A, si on veut parler de grade, l'HAS l'a mis dans son référentiel, soulage les symptômes de sevrage, réduit l'envie de fumer, associe les patchs et les gommes ou comprimés, traitement aussi long que nécessaire, contrairement à ce qu'on avait dit, il faut pas... Ouais, si les gens ils le prennent 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de problème, je veux dire, aussi long que nécessaire. Donc là, on va vous en reparler aussi. Christian vous en parlera aussi dans la plénière suivante, un peu plus détaillée. Ça prévient aussi les reprises. J'aime pas beaucoup les mots rechute.
Varenicline, bupropion, et je me suis permis d'associer, alors de mettre, donc ça c'est pas la chaise, c'est moi, la citizine et le tabex, parce que les recommandations ont été faites en 2014. Fin 2014 est sorti un article du New England montrant la supériorité de la citizine sur tous les autres systèmes, sur la varenicline entre autres. Et puis une revue Cochrane de 2015 a montré aussi l'importance de la citizine. Alors la citizine, j'en profite, c'est pas la peine d'aller en acheter. Voilà une boîte de citizine, ça s'appelle du Tabex. Ça n'existe pas en France. Voilà. Donc pas encore peut-être, mais comme c'est un médicament qui a 30 ans, eh bien, ça n'intéresse personne de faire des études en France pour avoir la MM. C'est assez compliqué. On a eu le problème du baclofène déjà. Donc vous savez comment c'est compliqué quand c'est un vieux médicament qui coûte rien du tout. En fait, la varenicline, le Champix, c'est le produit chimique de la citizine. C'est dérivé. C'est un agoniste partiel des récepteurs nicotiniques. Voilà, c'est un aparté que je voulais faire parce que ça me semblait important. Ces médicaments ne sont proposés qu'en seconde intention. Dans certains pays, c'est en première intention. C'est pas, bon, en France, l'HAS a dit c'est en seconde intention. Vous savez qu'on a beaucoup parlé des effets secondaires de la varenicline, qui a priori a été innocenté par un article du Lancet et du BMJ en 2015 et 2016. Donc les conditions, échec de l'accompagnement avec les TNS, ce sont les recommandations de l'HAS, donc en deuxième recours, prescrit à dose efficace. Ça ne sert à rien de donner des demi-comprimés pendant 3 mois. Prescrit suffisamment longtemps... Ah non, pardon, excusez-moi. Je reprends. C'est quand il y a eu un échec de l'accompagnement avec les TNS qui ont été prescrits à dose efficace, qui ont été prescrits suffisamment longtemps et dont l'échec a été exploré sous tous ses aspects. Voilà, c'est vraiment... Oui, je m'étais mal exprimé. C'est vraiment quand les TNS ne marchent pas qu'il faut donner en deuxième intention recommandation HAS. Avec des précautions, respect strict des précautions d'emploi de ces médicaments, les contre-indications, la surveillance étroite des patients, la surveillance renforcée à l'arrêt. Ce sont des médicaments qui ont été accusés. Alors le bupropion, quand même, il faut quand même que je dise un mot. Le vrai nom chimique du bupropion, c'est amphébutamone. Donc c'est un amphétaminique, c'est un noyau amphétamine. Donc c'est pas à donner aux patients addicts, ceux qui ont d'autres addictions. C'est quand même un médicament à manier de façon avec des pincettes quand même, je pense. Voilà, donc c'est des amphétamines. Bon, c'est considéré comme un antidépresseur aux États-Unis. Ils ne sont pas recommandés pour les jeunes de moins de 18 ans et les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Nouveau paradigme pour le tabac, avec ses recommandations HAS de 2014, la réduction accompagnée de la consommation, c'est-à-dire réduction des risques, limitation des dégâts, comme pour l'alcool, comme pour les autres produits, on est dans une réduction des risques. Et donc, pour le tabac, on disait que ce n'était pas possible. Maintenant, on dit c'est mieux que rien. Bon, il y a quand même des tabacologues qui sont contre et qui disent il vaut mieux fumer zéro. C'est probable. Pour la femme enceinte, c'est même mieux, parce que c'est à cause du monoxyde de carbone. Non, c'est bien. Stratégie de soins, donc c'est pour les patients qui ne veulent pas arrêter, on peut leur proposer, les accompagner quand même. C'est quand même une étape vers l'abstinence. Pour l'instant, à l'heure actuelle, l'abstinence est le dogme absolu pour le tabac, ce qui n'est plus le cas, en tout cas en ce qui me concerne pour l'alcool, mais je crois pour la plupart des alcoologues. La condition pour être efficace, il faut être accompagné par un professionnel de santé. On n'a pas dit médecin généraliste, on dit professionnel de santé. Associé à des patchs, donc à des traitements de substitution nicotinique, parce que c'est vrai que ça aide à fumer moins, aussi longtemps que nécessaire, comme on l'a déjà dit. Voilà. Donc, réduction du tabac plus TNS, plus accompagnement, je pense que quelque part, ça augmente quand même les chances d'arrêt à long terme, les études le montrent. Donc ça me semble important. On ne peut pas ne pas parler de la rechute qui fait partie du parcours. On va dire la reprise, parce que le mot chute, ça fait un peu on tombe. Donc aborder la reprise avant le début du sevrage, il faut en parler. C'est pas parce qu'on va en parler que les gens vont rechuter ou reprendre. C'est pas parce qu'on parle de suicide que les gens vont se suicider. Donc il faut arrêter d'avoir cette notion de faut pas en parler. Voilà. Après, le patient, il est assez grand pour vous dire mais non, je reprendrai jamais. Quand on lui pose la question, qu'est-ce qui vous ferait reprendre le tabac? Ah non, mais je ne reprendrai plus jamais, c'est fini. Bon, on ne va pas non plus lui dire, si, c'est obligatoire, vous allez reprendre, parce que tout le monde, 50% reprennent. Bon, on va le laisser faire son parcours. Bon, il faut quand même distinguer un faux pas où on a repris 1 ou 2 cigarettes comme ça, et puis la vraie rechute. Il faut donc anticiper les risques. C'est pour ça, quand je vous dis qu'on pose la question, qu'est-ce qui vous ferait reprendre? Dans quelle situation? Et là, c'est vrai que ça peut être aussi bien un événement gai qu'un événement triste. Tout peut faire reprendre. Analyser la rechute quand elle survient. Contexte, conséquences, les causes sur lesquelles agir, donc très souvent c'est le sous-dosage
en patch. Pendant très longtemps, même les pharmaciens, les médecins, tout le monde disait « Oh là là, il vous a donné 21 mg plus 7 mg, c'est beaucoup trop, c'est dangereux et tout ça. » Surtout si vous continuez à fumer, c'est fini. Vous pouvez donner 21 mg plus 14, plus 7. Si on dose même le taux de monoxyde de carbone, on peut donner des fois plus. Quelqu'un qui fume 3 paquets, il peut avoir 21 et 14 ou 2 fois 21. Il n'y a pas de problème. Il peut même fumer avec. Je veux dire que bon, voilà, il faut pouvoir accepter ça. Les troubles anxio-dépressifs majeurs est caractérisé, comme dirait la Sécu, pour les ALD. La prise de poids, ça on sait, donc il faut travailler là-dessus. Et puis les situations à risque. Donc, contrer le sentiment de culpabilité, la double peine, on n'y arrive pas et en plus on vous engueule parce que vous n'y arrivez pas. Définir la rechute comme une étape. C'est en effet dans le cycle de Prochaska que vous présentera Christian. Alors là, je peux aller plus vite parce qu'il va y avoir un topo sur les cigarettes électroniques. Donc, l'HAS dit, je vais vous dire ce que dit l'HAS. Alors, Albert avait écrit « Accompagner les vapoteurs ». Moi, je me suis permis de rajouter « Il vaut mieux, ce que je dis, il vaut mieux vapoter que combuster ». Voilà, ça c'est ma phrase. Alors, l'HAS, si un fumeur choisit d'utiliser la cigarette électronique, l'informer qu'elle n'est pas un traitement actuellement validé, 2014, mais que les substances qu'elle contient sont supposées moins dangereuses que celles contenues dans le tabac. Inscrire dans une stratégie de réduction de la consommation, proposer les traitements existants efficaces et sans risque si nécessaire dans un second temps. Voilà, on vous en parlera. Donc, très rapidement, c'est ma dernière diapo, la boîte à outils. La boîte à outils, des outils d'aide à l'arrêt, donc on a vu les exemples de méthodes d'entretien motivationnel, l'évaluation du sentiment d'efficacité, c'est important, vous trouverez ça sur la brochure de l'HAS. Donc il y a des fiches dans les trucs de la HAS, l'attitude recommandée en fonction du stade de changement, le soutien psychologique, des fiches traitement. Voilà. Et puis il y a un algorithme idéal que je ne vais pas vous montrer parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pouvez trouver tout ça sur le site de l'HAS. Donc c'est le parcours du patient indésireux d'arrêter. Il y a des outils, il y a un outil que je vous conseille de prévention de la rechute. Mes internes, ils ont tous sur l'ordinateur du cabinet cet outil-là. On s'en sert, ça sert à plein d'autres choses. Ce sont ce qu'on appelle les colonnes de Beck à la prévention de la rechute. Ça fait partie des TCC. C'est aussi facile à faire et tout le monde peut le faire. Donc je vous conseille d'aller voir colonnes de Beck et de voir comment vous pouvez l'adapter à vos patients. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute.